D'abord, comme tous les lundis, Zoom Immo dans Patrimoine thématique. On s'arrête aujourd'hui sur les prix de l'immobilier dans le résidentiel. Et pour les amateurs de logements neufs, l'accès à la propriété se complique ces dernières semaines. Les prix s'envolent et nous allons essayer ensemble de comprendre comment et pourquoi. Pierre Sabatier, économiste, président de PrimeView, un cabinet indépendant de recherche économique et financière, est notre invité. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui à distance dans Smart Patrimoine. Pierre Sabatier, je parlais de surchauffe. La surchauffe, on y arrive ou elle est déjà là en fait? Alors ça dépend de quoi on parle. On va dire, dans certains secteurs d'activité, dans certaines zones, on a déjà surchauffe. Vous parliez tout à l'heure en fait d'immobilier neuf. L'immobilier neuf dans notamment les zones tendues, vous savez, donc les zones essentiellement concentrées, on parle donc des grandes villes concrètement. Là, on est déjà en surchauffe, mais pour une raison toute simple, vous savez que le prix des choses, c'est toujours le rapport entre l'offre et la demande. Or, faire du neuf dans des zones qui sont déjà très construites et très concentrées, fait que naturellement, la demande est très très supérieure à l'offre. Qui plus est, je dirais, après 3 à 4 décennies où on a toujours concentré un peu plus les emplois, l'activité aux mêmes endroits. Donc il y a un mécanisme simple qui est à l'œuvre, qui fait que les gens, pour travailler, ont besoin, entre guillemets, d'aller là où il y a le travail. À partir de là, ils migrent. Et vu que tout le monde migre à peu près aux mêmes endroits, et notamment dans les tranches d'âge 25-45 ans qui sont les plus susceptibles d'acheter leur premier logement, eh bien, vous avez vite compris que on ne fait pas rentrer un carré dans un rond. Et donc, on est face à une problématique véritablement de disponibilité des logements et a fortiori en fait les logements neufs dans ces zones-là. Donc très clairement, on a surchauffe, ça fait monter les prix de vente, ça fait monter aussi les prix des loyers et ça c'est une vraie problématique pour la primo-accession, voire même pour le logement tout court, hein, puisque là véritablement on a un manque avéré de logement par rapport à la demande. Pierre Sabatier, la tendance était-elle déjà à la hausse avant la crise? Et si oui, pourquoi? Oui, oui, alors pour les raisons en fait que je viens d'évoquer. Là, on est face à un phénomène structurel de Hmm. concentration de l'activité aux mêmes endroits. La crise n'a fait que l'exacerber. Alors, sur la hausse des prix, c'est ajouté quelque chose en plus et qui est tout à fait contemporain. Vous savez que les prix des choses, c'est toujours l'envie d'acheter ou le besoin d'acheter. C'est ce qu'on vient d'évoquer jusque-là. C'est-à-dire que les gens qui doivent venir travailler dans ces endroits-là ont besoin, entre guillemets, de se loger. Mais c'est aussi toujours la deuxième partie de l'équation, elle est simple, hein, c'est toujours ce que vous avez dans la poche pour pouvoir acheter. Donc la solvabilité en fait de la personne qui veut acheter le logement. Or celle-ci est très liée à deux choses. L'épargne qu'elle a à disposition, à savoir les apports, hein, c'est tout simple, quand vous achetez de l'immobilier, vous mettez toujours un petit peu ou une part, entre guillemets, de l'acquisition du bien à travers vos fonds personnels. Donc, or, vous savez que la crise sanitaire, de manière tout à fait surprenante, a fait exploser l'épargne des Français. Mhm. Donc, au final, on est face à une solvabilité renforcée de la part des ménages français jusqu'à maintenant. Donc ça a joué un petit peu. Puis la deuxième partie, et c'est évidemment la plus importante, c'est celle de l'accessibilité des financements. Jusqu'à maintenant, on a été bercé, porté par 3 décennies, 4 décennies de baisse des taux. Mais avec la crise sanitaire, là, ça a été le pompon. C'est-à-dire qu'on a atteint des niveaux de taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles. Or, lorsque les taux baissent de 1%, eh bien, c'est votre capacité d'emprunt qui augmente d'autant, alors même que vous allez assumer les mêmes mensualités. Donc l'argent que vous êtes en capacité de mobiliser pour acheter augmente. Et c'est ça le prix de l'immobilier. Le prix de l'immobilier, c'est une envie et un besoin d'acheter, plus une question que vous posez simplement à votre banquier qui est de dire, au regard de mes revenus, j'ai droit à combien? Et donc le j'ai droit à combien n'a cessé d'augmenter parce que les taux ont beaucoup baissé. Et naturellement, ça fait que tout est au taquet, on va dire, hein. On est sur une demande qui est supérieure à l'offre, Mhm. sur une épargne à disposition qui est relativement élevée et sur une accessibilité des financements très favorable. Tout ça fait qu'on peut parler aujourd'hui de marchés historiquement chers. Alors, est-ce qu'on doit le traduire par une surchauffe? Derrière votre question, ça sous-tendrait en fait le fait que ça doit se casser la figure. On peut en discuter. À combien s'élèvent, vous parliez, Pierre Sabatier, des taux d'intérêt évidemment, à combien s'élèvent les taux de crédit alors aujourd'hui à peu près? Alors, c'est difficile parce qu'on est en train de vivre un changement de monde brutal, et je crois qu'en fait les gens n'y sont pas complètement préparés, au moins intellectuellement. On était en fait sur des taux à long terme, hein, entre 15 et 20 ans, étaient en deçà de 1%. Alors ça dépend évidemment si vous prenez en compte l'assurance ou pas, mais on va dire prenez en dessous de 1%. En dessous de 1% sur 15 ans, c'est lunaire, c'est extraordinaire. Vous auriez dit ça aux générations précédentes, elles ne vous auraient jamais cru. Alors ça, c'était jusqu'à il y a quelques semaines, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les banques centrales, qui sont les acteurs qui, in fine, déterminent le niveau de taux, hein, ont changé de ton. Mhm. Et c'est la première fois depuis presque 15 ans.
changé de ton, à savoir, jusqu'à maintenant, elles assumaient le fait d'être systématiquement très en faveur des marchés et avec comme objectif sous-jacent de piloter les taux d'intérêt à des niveaux écrasés, historiquement faibles. Or, avec l'environnement inflationniste dans lequel on Mhm. vit, eh bien, certaines d'entre elles, la première étant bien sûr la Banque centrale américaine, mais aussi maintenant la Banque centrale européenne, ont changé de ton et souhaitent pousser les taux d'intérêt vers le haut. Et bien, ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné, puisque les taux souverains, hein, donc c'est les taux auxquels se financent non les particuliers pour le moment, mais les États, eh bien, ont pris quasi 1% en quelques semaines. Et donc, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que ce 1% que les États aujourd'hui payent en plus par rapport à il y a un mois et demi, eh bien, 2 mois plutôt, pardon, eh bien, les particuliers vont le payer. Et, Donc, naturellement, on peut s'attendre à une hausse maintenant des taux d'intérêt qui atteindra à minima entre 1,5 et 2%. C'est substantiellement plus élevé que ce à quoi on était habitué au cours des derniers trimestres. Et ça ne sera pas anodin pour le marché de l'immobilier, c'est oui, sûr. et ça, Pierre Sabatier, justement, alors dites-nous quelles conséquences ça va avoir, notamment sur la propension de l'investisseur à aller acheter, à se réfugier dans l'immobilier. Alors, il y a toujours une chose qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de patrimoine, et notamment d'immobilier. C'est quand même le seul actif qu'on peut acheter avec du levier. C'est-à-dire que la banque vous finance l'acquisition lorsque vous faites, alors ça dépend pourquoi, mais que ce soit de toute façon pour la résidence principale ou pour du locatif, c'est quand même le seul actif qui aussi facilement peut être financé grâce à de la dette. Ça ne changera pas. Maintenant, ce qui va changer, donc l'appétit pour l'immobilier risque de rester là. Hein. Alors, d'autant plus que on pourrait imaginer qu'il devienne moins attractif si les marchés actions étaient caracolants. Or, depuis le début de l'année, ils sont quand même poussifs, voire même largement en deçà de ce qu'ils ont atteint en fin d'année dernière. Donc, l'attractivité globale de l'immobilier, elle va rester là. La question fondamentale, donc l'envie et le besoin, vous m'avez compris, en fait, vont rester présentes. Ça, c'est un facteur évidemment de soutien très fort. Après, ce qui va changer, c'est la capacité, l'argent que vous pouvez mobiliser pour acheter. Et ça va avoir une conséquence, non sur le marché de l'immobilier, mais sur les prix de l'immobilier. Naturellement, 1% de hausse va retrancher entre 5 et 10% de capacité de mobiliser de l'argent pour le ménage qui veut acheter. Donc ça veut dire automatiquement, on peut prévoir, si les taux se maintiennent au niveau actuel, les taux souverains se maintiennent au niveau actuel et se traduisent par une appréciation de 1% des taux d'intérêt auxquels doivent se financer les particuliers, on peut s'attendre à une chute. En général, alors attention, il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers, mais en général, un contexte qui devrait en fait amener les prix à baisser entre 5 et 10%. Pierre Sabatier, vous parliez tout à l'heure des grandes villes, des métropoles, où se concentre beaucoup la demande des consommateurs. Voilà, est-ce que, je ne sais pas, il y a une hausse aussi des prix peut-être dans d'autres villes, sur d'autres Et territoires? Expliquez-nous. alors là, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Alors, il y a à la fois du marketing, de la com, mais aussi une forme de réalité. Avec la crise sanitaire a émergé, vous savez, en fait, le télétravail, mais aussi en fait une forme de prise de conscience de lassitude du fait de vouloir tous habiter aux mêmes endroits, avec évidemment le lot d'anonymat que ça génère, à l'absence de proximité. Eh bien, on a eu quand même une forme de prise de conscience collective, notamment en fait de la part de cadres, sur le fait qu'ils voulaient vivre une autre vie. Et en fait, la concrétisation de ce vouloir vivre une autre vie, c'est deux choses. C'est soit pour les plus aisés, les plus chanceux, eh bien, euh, acheter une maison secondaire, hein, évidemment, dans une zone évidemment moins concentrée, donc souvent la campagne, soit envisager une autre vie ou une autre manière d'aborder la vie professionnelle, soit en essayant de trouver un emploi dans une zone moins concentrée, soit en implémentant le télétravail de manière plus structurelle pour pouvoir vivre à un endroit totalement déconnecté de là où se trouve le siège social de votre boîte. Alors, vous avez compris que naturellement, les zones qui en ont le plus profité sont les villes moyennes. Les villes moyennes sont en gros les sous-préfectures qui ont tous les attributs de la modernité, à savoir une offre de services à disposition qui est suffisante, on va dire, tout en offrant, on va dire, la proximité de la vie de ce type de localité. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu au cours des derniers trimestres? Eh bien, véritablement une appréciation des prix de l'immobilier dans ces villes moyennes, tout simplement parce que ça traduit un phénomène de fond qui est cette volonté d'aller retrouver une forme de paix, voilà, de proximité que seules les villes moyennes ou la campagne peut offrir. Alors même si la campagne, évidemment, a des attributs qui sont, ou des externalités négatives qui ne sont pas toujours bien comprises par les citadins qui veulent s'y installer. Mais ce basculement très très grande ville à ville moyenne, c'est-à-dire sous-préfecture, hein, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue public, on a appelé ça le programme Action Cœur de Ville, et bien ça c'est une réalité, et aujourd'hui on trouve assez peu de biens maintenant dans ces zones, qui ont été vraiment extrêmement prisés au cours des derniers mois et derniers trimestres, avec des prix qui ont beaucoup, beaucoup augmenté. Alors, est-ce que ça C'est peut une aller beaucoup tendance de plus fond, loin? Pierre Sabatier.
Je me permets de vous couper. C'est une tendance de fond. Cet attrait pour les villes moyennes, voilà, c'est pas juste une réaction à la crise sanitaire. Alors, on va dire que c'est pas une réaction, mais la crise sanitaire joue une forme de catalyseur pour matérialiser un mouvement qui semblait se dessiner au préalable, mais pas suffisamment. Donc là, il y a une forme de catalyseur et d'accélérateur en fait de ce changement-là, de cette prise de conscience, de ce mouvement. Maintenant, il faut être honnête, pour qu'il aille véritablement plus loin, j'ai commencé mon propos par cela, il faudrait véritablement que nos sociétés s'organisent pour mieux distribuer l'activité sur le territoire. La limite de cela, c'est que, et vous le voyez bien, c'est-à-dire qu'on en revient un peu du télétravail. Les entreprises qui l'acceptent en très grande proportion sont en train un peu d'y revenir. Donc, on ne pourra pas s'appuyer que là-dessus pour continuer de permettre l'essor de ce type de ville. Donc, la vraie question de fond, c'est est-ce que maintenant que les gens veulent s'y installer, des entreprises s'y installent pour offrir les emplois nécessaires à une vraie migration. Donc on a eu la première phase qui est là, qui va rester là, mais pour véritablement qu'elle s'exacerbe et perdure dans le temps, il faudra entre guillemets maintenant que ces zones-là deviennent attractives pour des entreprises parce que la clé de l'immobilier, c'est toujours l'activité. Qui achète des biens immobiliers? Des gens qui ont souvent entre 30 et 40 ans pour la première fois. Tout simplement, ce sont des gens qui sont au début de leur carrière professionnelle. Donc vous comprenez bien que la clé, tout cela, c'est le job, c'est l'emploi, c'est l'activité. Donc c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on va continuer à créer les emplois essentiellement au même endroit dans les zones concentrées? Donc malheureusement, là pour le coup, ce qu'on a vécu depuis la crise sanitaire ne durera pas, mais sinon, si en fait on arrive entre guillemets à pousser les entreprises à créer des emplois dans ces zones-là, il n'y a aucune raison pour que ce phénomène ne perdure pas, s'exacerbe et au contraire même, j'aurais dit, on pourrait tout à fait avoir un mouvement de basculement qui fait que dans les zones concentrées, les prix cette fois s'atténuent, voilà, on va dire même voire reculent dans certaines zones, au profit de villes plus petites qui ont été très en retard, il faut aussi l'avouer, au cours des 20 dernières années. C'est très clair, Pierre Sabatier. Il nous reste une petite minute. Dernière question. Pour revenir un peu d'ailleurs sur ce que vous disiez au tout début de cet échange, est-ce qu'il existe, je ne sais pas, un plafond de verre au-delà duquel les prix, ils ne peuvent plus progresser à un moment? Alors, sur les marchés de masse, évidemment, et on y est. On y est déjà en fait. On y est déjà tout simplement parce que les taux ne peuvent plus baisser. Donc les revenus n'augmentent pas beaucoup. Donc on est déjà en fait sur un plafond de verre. C'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses. Nous, celle du début d'année était celle qu'on n'imaginait pas les banques centrales aller si vite dans leur volonté de remonter les taux. Donc pour nous, en gros, on avait atteint ce plafond de verre et on avait des conditions de marché qui faisaient que les prix pouvaient se stabiliser. Mais c'est déjà une hypothèse très optimiste au regard du chemin qui était parcouru. Sur les marchés de masse, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'immobilier voilà, on va dire dans sa globalité, on a déjà atteint le plafond de verre, on ne pourra pas aller beaucoup plus haut. Les taux d'intérêt on ne pourra pas creuser plus bas. En fait, on est arrivé à un niveau qui est tel qu'on ne pourra pas augmenter sa capacité d'emprunt. Donc la seule solution pour que les prix montent serait imaginer que l'apport personnel des gens augmente. Or, pour cela, il faudrait que les revenus soient face à une inflation salariale qui n'existe pas. On n'a pas le début du commencement d'une inflation salariale en Europe ni en France. Donc le plafond de verre est là. Évidemment, ça c'est pour l'immobilier, la big picture de l'immobilier, mais après derrière vous avez des marchés de niche dans lesquels on continuera d'avoir des prix qui peuvent monter, d'autres qui vont baisser. Mais dans sa globalité, on a probablement déjà atteint une forme de plafond de verre pour l'immobilier. Merci beaucoup Pierre Sabatier d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes économiste et donc président de PrimeView. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.